est-ce que les États-Unis aujourd'hui sont en train d'avouer qu'ils n'ont plus accès aujourd'hui à un certain nombre de marchés sur le continent africain? Avant de répondre à votre question, c'est vrai que quand Eboutou est là, il amène le débat souvent très haut. Quand il est là, il aime élever le débat. C'est le souvenir que j'ai gardé de lui la dernière fois. Il a fait une introduction tout à l'heure qui est très très pertinente dans le sens de situer les enjeux de ce combat-ci et de positionner le combat panafricaniste. Je voudrais y revenir. Je voudrais faire des clarifications par rapport à lui. Non. Mais c'est-à-dire que ce qu'il a soulevé, les implicites de ce qu'il a soulevé, lorsqu'il est à Dakar et qu'on l'interpelle, entre guillemets, sur la scientificité du combat panafricaniste. Il faut régler ce genre de questions rapidement, ça fait rire. Vous savez, du point de vue intellectuel, du point de vue de la science, le constat d'un homme mûr, de quelqu'un qui connaît les enjeux de la science, c'est de constater d'abord que la science n'est jamais neutre. La science est au service des intérêts. Et à partir du moment où on est au service des intérêts, on peut être corrompu. Ce qui se passe avec le coronavirus parle plus que tout. Je ne veux pas insister dessus. On a vu le problème, on a vu à quel niveau la science arrive aujourd'hui. Comment l'argent prostitue la science. Comment il n'y a pas de scientifique. Ça ne sert à rien de dire que je suis un scientifique. Il ne suffit plus de dire que je suis un scientifique pour faire de la science. Parce que le manteau de scientifique peut revêtir des formes extraordinaires de prostitution. Et ce n'est pas seulement au niveau du Covid, même la structure même de la construction de la science dans le monde aujourd'hui pose des problèmes sérieux. Je ne vais pas y revenir, ces enjeux-là. Donc, ce qu'on appelle intellectuel, cette confusion-là, cache des enjeux. Il y a des enjeux qui sont liés à ce que j'appelle les rentes épistémiques. C'est ce qu'on appelle une rente épistémique. C'est-à-dire que les gens ont des positions qu'ils ont construites par leur diplôme et leur parcours universitaire, ils atteignent des niveaux où ils ont des rentes. Des rentes au niveau international. Ça rapporte de l'argent, ça donne des honneurs. Ça donne une prestance, une hiérarchie et du pouvoir qui permet de régner sur des formes de troupeaux, d'être des types de bergers qui conduisent des troupeaux égarés. Ça donne de l'argent, ça donne du pouvoir. Il y a beaucoup de rentes épistémiques qu'on a conçues en Afrique et qui permettent à l'Occident de diriger les consciences africaines, de manipuler le niveau intellectuel des Africains et de régner sur le couvert de la science. Donc, beaucoup d'écoles disciplinaires, scientifiques, entre guillemets, ont germé sur le continent. Grattez un peu, allez voir d'où vient leur financement. Allez voir ceux qui sont les maîtres de thèse. Allez voir ceux qui dirigent ces écoles-là. Comment c'est construit. Les paradigmes fondamentaux de ces écoles-là, comment ça se construit. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. C'est comme ça que depuis 1960, si on prend seulement pour référence les indépendances, qu'on a construit, n'est-ce pas, une fausse intelligentsia sur le continent. Mais qui est revêtue du manteau de la science. Et qui intimide les gens. Qui menace les gens. Qui tout le temps rappelle que, mais n'oubliez pas notre autorité, nous sommes les scientifiques. Nous avons 3500 doctorats. Quand on parle, taisez-vous. Mais on veut bien se taire. Quel est le bilan? Quel est le bilan? La science est-elle son propre juge? Se dresse-t-elle ses propres lauriers? Ou bien c'est par rapport à son... Est-ce qu'elle apporte à la société? Il y a l'histoire. En termes d'élucidation des rapports sociaux, de construction de nouveaux rapports de force, il y a des rapports de coopération intelligents qui libèrent l'humanité, qui libèrent les peuples. Ils les font grandir, faire des bons sur le chemin du progrès et de la dignité. Est-ce qu'à l'aune de ces principes, on peut dire qu'en Afrique, on a eu une vraie intelligentsia? C'est ce qu'on appelle une bourgeoisie intellectuelle. C'est-à-dire une bourgeoisie intellectuelle, et surtout en Afrique, ce sont des bourgeoisies d'abord périphériques. C'est-à-dire une bourgeoisie intellectuelle en Afrique, ce sont des gens qui revendiquent les privilèges de la bourgeoisie
sans avoir fait le travail historique de la bourgeoisie. Quand vous regardez la bourgeoisie en Europe, c'est la bourgeoisie qui a libéré l'Europe de la féodalité. Et a construit l'ordre capitaliste et le régime politique qui allait avec ça, qui nous soumet jusqu'à aujourd'hui. Cette bourgeoisie-là, on la combat parce qu'elle est impérialiste et hyper impérialiste. Mais elle peut revendiquer des mérites dans l'histoire. En Europe, quand elle parle comme classe, n'est-ce pas, comme classe organisée, avec un pan politique, un pan intellectuel, un pan scientifique, religieux, tout ce que vous voulez de son organisation, elle peut revendiquer cette autorité historique parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait historiquement est visible en Europe. Mais en Afrique, nous avons une bourgeoisie intellectuelle qui menace les gens parce qu'ils ont des diplômes. Une classe de diplômés alors. Et qui revendique donc un statut de bourgeois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les engraisse, qu'on les donne des honneurs, ils doivent avoir il faut qu'on les nourrisse. C'est une espèce de royauté feignante qui veut régner sur les gens sans avoir rien apporté historiquement. Évidemment, il ne faut pas être excessif. Nous saluons les vrais intellectuels. Que nous distinguons de ceux là, on les connaît. On les salue, on les connaît, ils sont là. Ils ont fait les preuves. Quand nous respectons un Chantal Diop, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce qu'il a fait œuvre d'intellectuel. Ce n'était pas un universitaire. Les universitaires, il y en a par centaines de milliers sur le continent. Je parle d'intellectuel. Donc, cette aristocratie de la pensée, autoproclamée, aurait voulu que les panafricanistes, en commençant ce travail, on vienne leur faire allégeance. On vient cirer les chaussures pour qu'ils nous donnent l'onction d'aller parler. Mais moi, je veux le dire aujourd'hui. Il faut rappeler aux gens qu'on a même fait ça. Quand on a commencé ce travail, c'est de tout Dieu vivant. On a même fait ça. Mais mon cher Eboutou, docteur Eboutou, ils ont refusé de venir. C'était risquant pour leur carrière. Et leur privilège épistémique. Je dis que je peux vous citer les noms. On est allé vers eux. Je dis que Eboutou tout Dieu vivant quand on a commencé cette affaire-ci. Et je suis un garçon vivant. Jules Diawé est vivant. Et je pleure quelqu'un qui nous a laissé en ruine les partis. Docteur Bénissier. On a de la mémoire, on connaît. On a essayé d'aller vers eux. Mais j'avais dit à l'époque à mes jeunes frères qui m'entouraient que j'ai une expérience dans le combat. Ils ne viendront pas. Ouais. Ils ne sont pas venus. Ils nous disaient que c'est risquant votre affaire là. On n'attaque pas la France, on n'attaque pas les puissants. Vous rêvez trop. Ils nous donnaient rendez-vous. Bon, on sera là à l'émission. En semaine, on va venir. À moins de 2 heures de l'émission, ils fermaient leur téléphone. Qu'est-ce qu'on devait faire, docteur? On devait rester, croiser les bras et dire qu'on fait rien. Donc c'est ça, il fallait qu'on vienne demander l'onction à ces soi-disant intellectuels, les aristocrates de la pensée en Afrique, pour pouvoir parler. On l'a même fait, ils n'ont pas été à la hauteur. C'était des lâches. Parce qu'ils ont trahi leur responsabilité historique. Oui. Vous comprenez ça? Donc ils n'ont pas de leçons à nous donner. Moi, je n'ai pas de maître intellectuel. Je répète, moi, je n'ai pas de maître intellectuel. Je suis un homme libre. J'ai des références. Je respecte les parcours des gens, ceux qui ont fait le... Je respecte, mais je n'ai pas d'intellectuel. Je n'ai pas quelqu'un, il n'y a pas un penseur en Afrique à qui je dois aller demander un ordre de dire ce que j'ai à dire pour l'africanisme. Un intellectuel, ça se construit dans le travail assidu tous les jours. C'est une relation, n'est-ce pas, aux choses, à la pensée, en rapport avec les combats, les causes nobles de ta génération et de ton peuple, et de l'espèce humaine. On n'a pas besoin pour ça d'aller obtenir l'onction, l'autorisation, la bénédiction d'un soi-disant maître qui en plus même n'existe même pas, ils ont tous pris leur travail. N'existe pas. Le vrai travail. Il faut revenir. Non, je suis dans le sujet. Fabrice, je suis dans le sujet. Vous n'avez pas compris. Il tentait de nous mettre en garde. Je connais mon frère. Il tentait de nous mettre en garde contre un péril, contre des réalités qui se passent, qui sont là. Prenons un exemple clair, pour qu'on comprenne cette affaire d'intellectuel. Prenons le cas Achille Mbembe, en toute objectivité. N'est-ce pas, c'est un grand scientifique? N'est-ce pas, c'est un grand maître de la science? Sans se refaire à son parcours universitaire. Ok. Si donc c'est cela la science, vous pouvez nous m'expliquer que nous, on doit suivre Achille Mbembe dans le fait qu'il décide que Macron est le président de l'Afrique et que c'est le Macron que nous devons porter nos problèmes. Vous voulez me faire croire que soit toute la science d'Achille Mbembe,
C'est un cas générique que je prends. Hein. Il est le leader, il ressemble à toute une classe intellectuelle africaine et d'universitaires africains autoproclamés intellectuels. On veut me dire que toute la scène de la Chine Bembe, c'est limité à venir nous dire que c'est la France qui va régler nos problèmes. C'est terrible. Il faut accepter ça. Alors si on accepte ça, Fabrice Dom, c'est ça la science? Vous êtes sérieux? C'est ça la science? Alors, donc, Afrique Média a renversé une hégémonie intellectuelle. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire qu'on avait fait ça. Non, on sait ce qu'on a fait. On n'attend pas que les gens reconnaissent ça. On sait ce qu'on a fait. C'est historique. Personne ne peut effacer ça. Personne ne peut effacer ça. Parce que c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on n'a pas vu sur le continent pendant près de 50 ans. On a déconstruit. On a renversé un rapport de force géopolitique. On l'a changé. Pendant 50 ans sur le continent africain, on a vu la France pleurer un jour. Et il n'y a pas les scientifiques. Mais leur science apaisait la France. Apaisait l'Occident. Vous avez vu un jour l'Occident pleurer depuis 50 ans. L'Occident a commencé à pleurer quand on s'est assis ici. Oui, pour faire le travail. Alors que ça dérange les positions acquises. Que ça renverse les côtes. Que certains bourgeois, certains rois tombent et soient nus. Ben, c'était pas notre projet. Nous ne pensons même pas à eux. Mais de grâce, soit on embrasse le vent de l'histoire, soit on est dans la réaction. Et on assume. Nous, on ne gère pas ça. On ne gère pas ça. Afrique Média, c'est ça. Renverser l'ordre établi sur le plan intellectuel. Renverser l'ordre géopolitique établi sur le continent. Qui pouvait oser ici parler de la France? Qui pouvait oser mettre les débats qu'on a mis sur la table? Qui pouvait oser? Ils étaient où ces intellectuels? Ils étaient où? Quelques voix l'ont fait. Ils ont payé de leur vie. Mais maintenant, c'est libre partout. Chacun peut parler. C'est libre partout, Fabien Dom. Donc, on dit que nous, on bavarde. On parle. Dans les boutons, on prononce le mot propagande. Que le naïf ne comprend pas ça au premier degré. C'est pas ce que vous voulez dire. Moi, je connais très bien mon frère. C'est quand il dit qu'il ne sait pas, il faut pas prendre ça au premier degré. Voilà. Mais, Afrique Média, nous parlons. Nous disons deux choses. Mais est-ce qu'on a empêché d'autres de parler? N'est pas, ils parlent. Mais hier, quand tu parlais, si je parle ici, les représentants de la France parlent. Les intellectuels africains pro-français, ils parlent machin. Mais parlez! Mais c'est la consistance des arguments. La pertinence et leur sociabilité, c'est-à-dire le fait que vos idées racontent le fait historique de la situation du peuple. C'est ça qui détermine la validité d'une théorie à la fin. Une théorie n'est pas écrite pour dormir dans un tiroir. Oui. Une théorie, soit elle rencontre le fait historique, le fait social, et elle devient une arme populaire, et la théorie a triomphé, mais soit on l'oublie. C'est dans le tiroir. Donc on ne nous reproche pas, excusez-moi de le dire, d'être plus fort que les anciens maîtres d'hier. Est-ce que la France ne parle pas? Est-ce qu'elle n'a pas ses héros intellectuels? Est-ce qu'on a empêché aux pauvres français de parler? Ils parlent depuis, non? Mais quand ils régnaient sur le continent, c'était bon, non? Ils ont longtemps régné. C'était quoi la France-Afrique? C'était aussi un ordre intellectuel. Attention. En plus d'être un ordre politique, c'était un ordre intellectuel. Qui avait ses prêtres, ses grands prêtres, qui avait ses codes et tout et tout. Ils ont régné pendant 50 ans. Et c'était bien. Que les Français nous attaquent, je comprends. Et les autres Américains, je comprends. Mais que des soi-disant Africains réduisent leurs attaques au niveau de défendre les petits privilèges qu'ils avaient, ça me fait rire. Ça ne peut pas résister à l'histoire. Quand j'ai fini de dire ça, ce rapport-ci pose 4 problèmes. Premièrement, vous savez qu'il y a un discours depuis très longtemps. Il y a une bataille qui est engagée contre le panafricanisme. C'est de faire dire, et historiquement, ce n'est pas nouveau, c'est de faire dire que c'est les Russes qui sont les tuteurs du mouvement panafricaniste. C'est en principe ce qui est... C'est toute la bataille c'est toute la bataille que l'Occident, parce que maintenant c'est l'Occident, maintenant les choses sont claires. On veut refuser véritablement de donner la place au panafricanisme. On veut refuser... oui, c'est-à-dire que je disais ça autrement que vous. Je dis la même chose, mais autrement que vous. L'Africain ne peut pas penser comme ça librement. Il ne peut pas penser. C'est un animal qui est debout. Il ne peut pas penser. Et puis, même s'il pense, il y a un niveau où il n'est pas autorisé à entrer. Depuis quand il pense à la géopolitique. Depuis quand il pense la reconstruction de l'ordre mondial. Depuis quand il pense le renversement des hégémonies géopolitiques. Depuis quand il pense ça.
Puisque de tout, depuis l'indépendance, la pensée géopolitique, la science géopolitique était interdite en Afrique. Quand le président voulait la faire, il la faisait en secret. Et il sous-traitait la géopolitique de la française. Puis c'est eux qui décidaient pour le compte des Africains. Je ne parle même pas d'aller maintenant réfléchir sur les rapports de force au niveau mondial, au niveau global, la hiérarchie des puissances et tout, comment changer un ordre géopolitique. C'est des choses qui étaient interdites sur le continent africain. Vous comprenez cette affaire-là? Tout à fait. Donc, pour les Occidentaux, il faut à tout prix, d'abord, pour continuer à contrôler l'opinion publique, les enfermer dans le ghetto, ils consistent à leur faire croire que non, ils sont les êtres supérieurs et qu'en Afrique, il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, donc, la mission civilisatrice éternelle est justifiée, y compris auprès du peuple, des peuples occidentaux, qui doivent faire bloc avec leurs dirigeants. Donc, même si les Africains pensent déjà, mais c'est un problème sérieux. D'ailleurs, la sorcière qui a l'Union européenne l'a dit. Et vous voyez qui parle, non? Une racaille qui ne peut pas s'asseoir avec les gens. Dans un monde sérieux, cela font les s'asseoir avec qui? Font des liens. Elle s'assoit avec qui? Corrompu, fausse, pourri jusqu'au bout. Jusqu'au dents. Mais elle a dit que, avec M. Borrell, que depuis que les Africains pensent. C'est la question de l'Ukraine. Donc, il faut donc démontrer que les Africains ne pensent pas. Donc, il faut toujours un tuteur. Et le tuteur, c'est la Russie. Deuxième problème que pose. Bon, pas possible. Ce qu'on nous reproche de faire avec la Russie, parce qu'il faut parler du rapport, ce que vous appelez le rapport d'État américain, le rapport du département d'État américain. Ce qu'on nous reproche de faire avec la Russie. Mais, docteur Boutou, c'est pas ce que l'Amérique fait tous les jours. Ce qu'on nous reproche de faire avec la Russie, on nous dit de faire, on fait alliance avec la Russie. On est des tuteurs, on est des enfants de la Russie. On aime les agents stipendiés par la Russie. Il faut reprendre les propos du petit garçon de l'Élysée. Donc, ça veut dire que voilà tout ce qu'ils ont dit. Ok, d'accord. Mais, n'est-ce pas ce que les Américains font tous les jours? Même en pleine crise en Ukraine, on l'a Mais l'OTAN, c'est quoi? C'est quoi l'OTAN? C'est pas une alliance de plusieurs États. Tout à fait. Et n'ont-ils pas pour point commun d'avoir une propagande commune, un même discours, qui est en fait de défendre les intérêts de l'Occident, mais en fait, des Américains. Mais tu peux établir aujourd'hui que l'Europe est moins qu'une femme de ménage de Washington. Ils sont moins que des vassaux. Il faut trouver un autre mot pour qualifier la relation Europe-USA. Ne parlons pas de la France. Et que nous sommes même plus libres qu'eux. Parce que nous, on n'a jamais dit qu'on était libre. Nous sommes conscients que nous, on n'a jamais été libres. Mais eux, ils sont le parangon de la liberté. Eh bien, regardez leur rapport aux États-Unis. Donc l'Amérique peut faire des vassaux. Elle peut se faire imposer des allégeances à son égard. Elle peut tout fabriquer. Mais ça, c'est normal. Mais quand la Russie le fait, quand les Africains sont avec la Russie, c'est un péché mortel. Il faut le punir pour ça. Mais c'est pas cette affaire où toi, tu peux faire ce que tu fais. Et c'est bien quand c'est toi qui fais. Mais quand moi je fais, tu me rappelles que ce n'est pas un être humain, il faut que tu me sanctionnes. Une pensée hégémonique, j'y arrive. Beaucoup l'ont d'ailleurs dénoncé sur une attitude hégémonique qu'on a dénoncé sur ce plateau. C'est même plus qu'une attitude hégémonique, c'est une maladie, ils sont malades. Et le cas américain est très grave. La pathologie qui provient de la mentalité hyper-impérialiste est très grave. Et l'Amérique est à un niveau très dégradé, très avancé. Elle atteint le point suprême. Et sa décadence est actée. Sa chute est actée. Parce qu'on arrive à ce niveau de maladie, on pourrit davantage, on pourrit. Aucun médicament ne peut vous soigner. C'est ce qu'on est en train de voir là. Alors, le troisième point. Vous savez que qu'est-ce qui est arrivé à Russia Today? Fermeture. Qu'est-ce qui est arrivé à Poutnik? Fermé. Et en toute illégalité. Tout à fait. Vous le savez, non? Absolument. Il a fallu arranger après coup. Aller voir les autorités régulatrices de différents pays pour arranger l'illégalité après coup. On a vu ça. Mais pourquoi on ferme ces médias? Pourquoi on les ferme? Mais si vous êtes fort, vous débattez avec les gens. Je croyais qu'on était à faire que c'était démocratie, non? Vous les appelez les démocraties. Mais on débat avec les gens. Mais quand on ne peut plus débattre et qu'on menace, et que la force remplace le débat, ça veut dire quoi? Vous êtes faible. Ce sont des faiblards, vous êtes faibles, vous n'avez plus d'arguments. Vous commencez à menacer. Le quatrième élément, Bertrand a évoqué ça. Non, j'allais dire le troisième. Le troisième. Les USA et la France, à la fin,
ont-ils dans le même langage sur la question? Puisque la France, le petit garçon de l'Élysée a passé le temps à dire que nous sommes stipendiés par la Russie, je pense quand même que c'est très grave. Il n'a jamais apporté la moindre preuve. Hein. Mais maintenant, les Américains disent pareil. C'est ce qui a amené tout à l'heure Bertrand à penser que effectivement toute l'Europe était en train de sous-traiter la question africaine auprès des États-Unis. Je prends la dernière le développement de Bertrand Tassinda. Alors, nous savons tous, moi j'ai le document, c'est connu. Les Américains ont décidé de remettre les Européens au pas, c'est-à-dire de centraliser, de les recoloniser. Et nous savons que dans le projet américain, il faut chasser la France des positions qu'elle avait sur le continent africain. On le sait. On ne le sait pas. On fait la chose politique. Alors Bertrand a fait un développement. C'est que, mais est-ce que ce n'est pas une volonté de vouloir parler? Mais en utilisant les méthodes de Yankee. C'est ça, voilà. Alors maintenant, l'Amérique a-t-elle les moyens de son projet? Je vous donne un exemple simple et factuel. Vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Après, ils ont voté leur loi. Après, ils ont dit que non. Arrivé, ça devait passer à la chambre, je crois. Chambre basse. Oui, c'est la chambre basse. Oui. Arrivé à la chambre là, ils disent que non, le projet là même, il faut revoir ça. C'était mal ficelé, c'est mal fait. C'est-à-dire, ça bloqué. Et là, maintenant, avec les chamboulements qu'il y a eu aux dernières élections, c'est sûr que le projet là va même mourir. Mais en l'état, est-ce qu'il y a un pays africain qui est plus pro-russe, s'il faut parler comme il parle, que le Mali? Non. Je pose la question. Non. Vous allez voir la valeur de ce rapport. Est-ce qu'à l'heure actuelle, en Afrique, il y a un pays qui est pro-russe comme le Mali? Non. Dit-on. L'Amérique a sanctionné le Mali. Jusqu'ici, pas encore. Hein? Et d'ailleurs, ils se sont félicités il y a peu d'avoir réussi à avoir quelques partenaires, quelques accords renouvelés avec le Mali. C'était toute une fête pour la politique, la diplomatie américaine. Il faut les choses, ces gens bavardent là, il faut voir ce qu'ils font, pas sur le bavardage. Si l'Amérique avait les moyens de son projet, elle aurait détruit le Mali là. Sanctionné et détruit le Mali. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a braillé, elle a sanctionné le Mali un jour. Au contraire, elle a célébré un petit prêt. C'est-à-dire un petit prêt. Il appelle ça prêt, je l'ai dit, un petit partenariat financier. Ils ont célébré ça, filmé, comme si c'était l'événement mort. Ça veut dire quoi? C'est devenu un tigre en fait. Pour dire quoi à la fin? Nous avons eu la chance, avec la grâce du vrai Dieu, de voir ce qui vient. Vous ne partez pas que l'Amérique est finie. Vous ne partez de voir ça. Et tellement le cœur ne vous disait rien. C'est fini, vous ne voyez pas que l'Amérique est finie. Toute la géopolitique américaine, depuis bientôt même plus de 100 ans, a été basée sur le concept, c'est Mackinder qui l'a élaboré, de l'Eurasie. Que celui qui contient l'Eurasie va dominer le monde. Ben, il est clair, pour ceux qui raisonnent un peu là, à court, à moyen terme là, est-ce que l'Amérique peut survivre à une alliance russo-chinoise? Non. Possible, même pas. Donc l'Eurasie dans le futur, ils vont perdre ça. Il leur reste quoi? Venir chasser tous les anciens amis en Afrique et s'installer. Et du coup, non. Mais ils voient que les Africains ont ouvert les yeux sur le plan géopolitique et que nous avons désormais compris la loi des alliances provisoires, la loi des alliances tactiques. Et que ça leur pose un problème sérieux. On a compris ça. Ils ont passé le temps à faire ça pour leurs intérêts. Quand nous on fait ça, ils braillent, ils pleurent. Ce sont les pleurs d'un pays décadent, sénile, dirigé par des voyous à tout point de vue. Ils pleurent, ils pleurent. Ils vont faire quoi? Donc pour moi, c'est non. On s'en fout de ce rapport. Les menaces des Américains, moi, un Américain ne me menace pas. L'État américain, moi, je ne parle à mon nom, ne me menace pas. Ils sont trop petits pour me menacer. Bertrand rappelé nous faire dans par le passé. Je n'aime pas parler de ce que je fais. Je ne reviens pas dessus. Les Américains peuvent faire nous menacer. Ils n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas capables. Donc ce rapport-là est le signe d'une puissance en déclin. D'un pays qui a rêvé de régenter le monde et qui se rend compte que le monde est trop grand pour lui. Et donc ces paradigmes qu'il a construits pendant près de 100 ans, pendant plus de 2 siècles, qui ont marché un temps, mais qui ne marchent plus, font donc qu'il y a un désarroi intellectuel qui s'est posé, parce que comment est-ce qu'ils vont faire? Renouveler leur logiciel est tellement difficile qu'ils utilisent les vieux schémas pour essayer de dialoguer avec nous. Et comme on verra le deuxième sujet, vous voyez comment la France
n'avez pas besoin de parler avec les Africains, non? Vous avez c'est parti au Niger. L'ambassadeur de France qui a failli en finir avec... C'est pareil pour les Américains. D'accord, merci. Afrique Média. Le monde, c'est nous.